Bonsoir, bienvenue sur France 3 Lorraine pour cette grande soirée de débat consacrée aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Coup de projecteur ce soir sur la 8e circonscription de Moselle, celle d'Hayange et de Thionville-Ouest. Le Rassemblement national va-t-il s'emparer de cette circonscription détenue depuis 2017 par la majorité présidentielle? Pour en débattre, nous recevons 4 des principaux candidats. D'abord, Brahim Hamouche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député sortant MoDem et candidat d'ensemble majorité présidentielle. Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement national et candidat du parti de Marine Le Pen dans cette législative. Céline Léger, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pilotée par Jean-Luc Mélenchon. Et enfin Sébastien André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. En fin d'émission, vous entendrez également Raphaël Rosa, la jeune candidate qui portera les couleurs Les Républicains. Mais tout de suite, je vous propose de faire un premier tour de table et le tirage au sort a désigné Laurent Jacobelli pour s'exprimer en premier. Alors pourquoi voulez-vous devenir député de cette circonscription d'Hayange ? Eh bien écoutez, bonsoir. Je suis actuellement conseiller régional et au conseil régional, je me bats à chaque séance pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour le bien-être au quotidien de nos habitants. Et j'ai envie de mener ce combat pour les habitants de la 8e circonscription. J'ai envie qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale contre la politique destructrice d'Emmanuel Macron. Je serai à l'Assemblée leur porte-voix pour améliorer la vie de tous les jours, les transports, le pouvoir d'achat et bien sûr la sécurité. Ça me tient à cœur. Ils pourront compter sur moi. Je ne serai pas, moi, un député fantôme. Je serai sur le terrain, ici, en circonscription, et je serai à l'Assemblée nationale pour les défendre. Sébastien André, même question, vous avez 45 secondes pour nous dire pourquoi vous voulez devenir député de cette circonscription. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, je suis Sébastien André, j'ai 35 ans, je ne suis pas un spécialiste de la politique, je suis conducteur de bus urbains depuis maintenant 13 ans, je suis au contact de la population, je vois malheureusement de plus en plus d'incivilité, d'insécurité, avec assez peu de réponses malheureusement des pouvoirs publics. Et puis, de par l'immigration massive, je vois aussi de plus en plus de communautarisme, de jeunes filles voilées, de jeunes hommes maintenant en habits traditionnels. Et moi qui suis attaché à l'assimilation, c'est un regret pour moi de voir qu'on réclame seulement l'intégration économique. Donc voilà, je me suis engagé auprès d'Éric Zemmour parce que je pense que le parti Reconquête est l'outil le plus pertinent pour les défis de demain. Merci, Monsieur André. Céline Léger, c'est à votre tour. Vous avez 45 secondes pour nous dire pourquoi vous voulez devenir la députée de cette circonscription. Et tout d'abord parce que j'y vis. Je suis assistante sociale. J'habite à Homez, tout au nord de la circonscription. Je vous l'informe peut-être. Vous découvrez peut-être le secteur. J'habite à Hayange. Pas de facilité de ce genre. Donc, continuez à parler de vous. Assistante sociale. J'ai travaillé longtemps en milieu hospitalier. Je travaille actuellement dans l'hébergement d'urgence. J'ai décidé de m'investir dans le champ politique parce que nous subissons les lois et je ne veux plus les subir. Donc, il y a bien longtemps, je me suis engagée auprès de Jean-Luc Mélenchon. Militante aguerrie, j'ai été suppléante sur cette circonscription en 2017. J'ai aussi porté les couleurs de la France insoumise aux élections européennes. Et aujourd'hui, je suis la candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale tant attendue par les électeurs de gauche. Brahim Hamouche, c'est à votre tour. Pourquoi vous voulez rester député de cette circonscription ? Écoutez, c'est une circonscription, lorsqu'on vient comme ça en touriste, on pense que les choses seront simples. Non, c'est une circonscription où mon grand-père maternel était mineur de fonds à Audin-le-Tiche et non pas à Odine-le-Tiche, comme vous avez tweeté récemment. Mon père était ouvrier dans la sidérurgie, mon oncle a habité à Moyeuvre-Grande. Moi-même, j'ai été, en tous les cas, chef de service sur l'hôpital d'Hayange comme médecin hospitalier. Vous habitez Thionville. J'habite et je travaille sur Hayange. J'ai travaillé sur Hayange comme médecin. J'y travaille et j'ai ma permanence à Sérémange. Donc voilà pourquoi je veux que sur cette circonscription, il y ait de la cohérence, il y ait de la continuité, il y ait de la stabilité et non pas des ruptures, des parcours en pointillés. Et je dois dire que lorsqu'on est député, c'est un job à plein temps. Première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Hamouche. Au mois de mars, dans les colonnes de nos confrères de La Semaine,
vous aviez dit qu'il y avait 2 chances sur 3 que vous soyez de nouveau candidat. Est-ce que vous avez hésité à vous représenter? Bien évidemment, je crois que c'est une lourde responsabilité et c'est encore une fois un job à plein temps. On ne peut pas être en pointillé, abonné aux absents au conseil régional, venir comme député Novotel, j'allais dire. Non, moi, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain à 100% avec la lourde responsabilité d'accompagner mes concitoyens dans leurs demandes, dans leurs besoins, finalement, dans tout ce qui fait leur quotidien, avec humanité, parce que ma permanence a toujours été ouverte à tout le monde, et toutes celles et ceux qui ont eu à un moment besoin d'un relais, d'un coup de pouce, d'une aide, ont su me trouver. Et ils sont très nombreux et très nombreux. Laurent Jacobelli, comment vous jugez le bilan de Brahim Hamouche dans cette circonscription? Son bilan, c'est qu'il n'a pas de bilan. Monsieur Hamouche, en 5 ans, a réussi à déposer en son nom, lui-même, 0 proposition de loi. Alors, il en a bien sûr co-signé, mais il en a présenté 0. Il a écrit en tout et pour tout 5 rapports en 5 ans. Et contrairement à ce qu'il dit, lorsqu'on discute avec des habitants de la circonscription ou même des élus, c'est son absence qui frappe. En revanche, à l'Assemblée nationale, il a été zélé pour appliquer les ordres d'Emmanuel Macron. Il a tout voté. Il a voté le pass vaccinal et le pass sanitaire. Il a voté le pacte pour le ferroviaire qui fait qu'aujourd'hui, on souffre de manque de gares. Et demain, avec la privatisation. Vous avez voté, monsieur, le premier projet de réforme sur la retraite. Bref, on a un député qui fait beaucoup de mal à Paris et qui ne fait rien ici. Je crois qu'il faut changer. Il faut un député de terrain qui soit à l'écoute parce que les problèmes que nous avons à régler, ils sont nombreux. Ce sont des problèmes d'emploi, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes pas la Je vais vous demander de répondre rapidement à ce que disait M. Jacobelli. Je suis parmi les 150 députés les plus primés sur l'Assemblée nationale. Je suis très investi. 5 rapports, ce n'est pas négligeable. Sur des domaines comme la sécurité civile, sur la lutte contre la pauvreté. C'est vrai que vous en faites un terreau. Nous, on veut lutter et éradiquer la pauvreté dès les origines. Non, vous avez voté les taxes supplémentaires sur le gasoil, monsieur. Si c'est ça, éradiquer la pauvreté. On a diminué un certain nombre de choses. Ne me coupez pas, sinon on peut jouer à ce jeu-là. Et je peux vous dire que vous allez être très vite perdant à ce jeu-là. Je pense qu'il y a des règles, il faut les respecter. Comme la République, il y a des règles que vous ne respectez souvent pas d'ailleurs, mais il y a des règles. Il y a un cadre, il faut le respecter. Mais les abonnés absents, les règles, on va les respecter. On va donner la parole, par exemple, aux autres candidats. Sébastien André, quel bilan vous faites du député Hamouche dans la circonscription? Je parlerai plutôt de façon générale. Les députés macronistes étaient plutôt des godillots sous l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron. C'était une chambre d'enregistrement de l'Élysée, en fait, tout simplement. D'ailleurs, actuellement, pour être investi, je crois qu'il faut remplir une charte qui demande... Une charte d'éthique. Une charte d'éthique, oui. Qui demande de soutenir tous les engagements d'Emmanuel Macron, sans réserve. Je trouve ça scandaleux. Céline Léger, qu'est-ce que vous retenez de cette mandature Comme les concitoyens qu'on rencontre lorsqu'on va militer sur les marchés, on n'en peut plus de cette politique de M. Macron. Et M. Hamouche a vraiment accompagné les politiques de casse sociale pendant ce quinquennat, inaction climatique. En tout cas, on ne le ressent pas sur le terrain. Je peux vous le dire, je suis assistante sociale, je rencontre des personnes qui ne devraient pas être dans mon bureau. Donc c'est qu'il y a quand même un souci majeur. J'en rencontre énormément aussi qui ne devraient pas être dans le bureau d'un député. Je pense on nous a promis un ruissellement. Vous allez faire les marchés. Personne ne l'a vu arriver. Nous, on est pour le partage des richesses. Pour ce qui est de l'assiduité à l'Assemblée nationale, effectivement, nos camarades de la France Insoumise et bientôt de la NUPES, mais si on resterait juste sur le bilan des députés de la France Insoumise, ils n'ont pas à rougir de leur bilan et ils ont beaucoup d'obstructions. Malheureusement été que 17, mais ils ont fait un travail d'opposition et de propositions qui ont été balayées par la majorité en place. Laurent Jacobelli, vous êtes parachuté dans cette circonscription d'Hayange. Marine Le Pen a fait de gros scores. C'est vous qui l'affirmez. Non, moi, c'est une réalité. On le sait, on habite là, M. Jacobelli. On la connaît. Marine Le Pen a fait de gros scores lors de la présidentielle. Est-ce que vous comptez finalement transformer l'essai lors de ces législatives? D'abord, je vous le dis, j'habite à Hayange. Mon suppléant est le maire d'Hayange qui a fait un très gros travail. Vous n'avez pas de femme au Front National à part Madame Le Pen? Continue à faire un gros travail d'implantation, de règlement des problèmes quotidiens. Elle a été réélue d'ailleurs au premier tour à 63%. 2000 voix sur 11 500. Vous savez, je crois que
2000 Ça voix ne- sur 11 le- 500 Monsieur, habitants. vous disiez tout à l'heure, je Sur crois 11 qu'il n'était pas 500. Mais on va jouer républicain à ce jeu-là, de vous couper la inquiétez parole de son C'est adversaire. vous qui avez ouvert les... Très bien, donc vous ce n'êtes pas jeu. Laissez parler, républicain. monsieur C'est vous Jacobelli, qui avez parce que ouvert, mais je vais Bien. vous... On a beaucoup Moi, de je vais vous sujets dire. à aborder, donc je souhaiterais Je vais qu'on vous puisse dire, les aborder. ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un député qui s'occupe de la circonscription. Voilà, un député qui règle les problèmes, ce que n'est pas M. Hamouche. Il faut un député qui lutte C'est contre sûr la qu'un politique député, de M. on Emmanuel sait Macron, notamment en matière de pouvoir d'achat. Nous, on a des propositions très simples. Là où M. Hamouche a voté la C'est le hausse premier des taxes texte qu'on va sur le faire. On va gasoil, en parler tout nous, à l'heure, nous du baisserons pouvoir d'achat. la taxe, la TVA, de 20% à 5,5%, par exemple, sur l'essence et le gasoil. Il faut un député actif qui défende mauvaise la idée dans la sécurité transition écologique. de nos concitoyens et qui défende l'emploi par la relocalisation, alors que M. Hamouche est le représentant de M. Macron et donc de la Est-ce mondialisation. que vous serez présent dans cette circonscription? Comme je le suis à la région, car je le rappelle, je suis élu du Grand Est depuis la dernière fois. Contrairement à ce que vous dites, j'ai été présent à chaque fois pour faire mon travail, défendre nos administrés. Je ferai la même chose parce que la politique, c'est un engagement personnel, un engagement de terrain. Et je crois que quand on veut être député, c'est pas simplement pour la gloire et les honneurs, pas simplement pour faire plaisir à un président de la République qui vous demande d'obéir, M. Hamouche, c'est pour aider nos concitoyens, et je le ferai. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, et je crois qu'ils n'en doutent pas. Monsieur Hamouche, avec les résultats de la présidentielle qui a vu une forte poussée du vote en faveur du Rassemblement national dans la vallée de la Fensch, est-ce que cela vous inquiète pour cette élection législative? Écoutez, on ne peut pas être satisfait de cette poussée populiste d'extrême droite. Il faut nommer les faites choses attention à ce clairement. que vous dites. Clairement, il faut dire Vous les êtes choses. déjà allé en préfecture? Nous ne sommes pas classifiés comme extrême droite. Il y a des nuances et vous êtes dans les nuances d'extrême droite. Vous l'avez Non, raconté Ça- déjà hier soir ça, sur le ça, plateau. vous pouvez le répéter 1001 fois, ça ne changera pas la réalité. Vous êtes mal à l'aise. Vous avez non, pas du tout. Vous avez vous fait peur de vous perdre avez- votre poste, Ah oui, hein. l'extrême droite me fait peur. Ah oui. Ça Votre vous- salaire tous les mois pour ne oui, rien faire. Ah oui, écoutez, l'extrême droite me fait peur, extrêmement peur, parce que vous avez le cynisme. Vous êtes D'ailleurs, en train le de- sourire. vous êtes en train Vous d'insulter. portez sur votre sourire un Vous cynisme. insultez, monsieur, J'insulte les personne. 52% de Non, nos les concitoyens 52%, dans la 8e circonscription écoutez, qui ont je ne voté mets pas- Marine Le Je ne Pen. mets même pas les 52% Absents qui et ont voté insultants. pour vous, de 52% d'extrémistes de droite. Ah ben, vous venez Mais de le faire. je connais bien l'arrière-boutique. Vous êtes habitué au vide-grenier. Recherchez un peu dans vos greniers, vous verrez ce qu'il y C'est a vrai en qu'on ne vous y arrière-boutique. voit pas beaucoup. Ah bah écoutez, moi je vais là où on peut avoir des relais, pas sur les plateaux, pas sur les radios. D'ailleurs ici on est dans une chaîne publique très sérieuse, on n'est pas sur CNews. Et voilà, si vous pouviez Soyez pas respecter jaloux. les règles et respecter le cadre, on avancerait et ça permettrait à nos concitoyens de décider en connaissance de cause. À part les marchés et les vides-greniers, on vous a pas beaucoup vu sur les associations qui sont les forces vives dans notre Vous regardez mal. sur les entreprises, sur l'hôpital. On ne vous a pas beaucoup entendu sur des questions essentielles qui touchent à la réalité du terrain. L'emploi, on n'en parle plus parce que finalement, c'est un satisfecit fait à notre politique. Avoir créé plus d'1 million d'emplois, faire baisser le chômage de 10 points à 7 points, et on s'achemine avec notre trajectoire, notre politique vers le plein emploi. C'est Et une légère- la vous n'êtes pas première d'accord valeur, avec ce Ah non, que je la suis pas du première tout d'accord valeur avec ce pour que lutter j'entends, là. contre la précarité et la pauvreté, c'est de retrouver un emploi et de bien vivre avec son emploi dignement. Plein emploi dans la 8e circonscription, vous oseriez dire ça les yeux dans les yeux à nos Bien administrés? sûr, bien sûr, Eh ben, bien vous êtes sûr. culotté. Avec vous, non, Vous certainement êtes pas. culotté. Avec vous, Moi, certainement je pas. suis juste en train de me demander dans quel monde vous vivez parce que, en fait, je rencontre pas du tout les mêmes personnes que vous, en fait, dans la vraie vie, dans la circonscription. Les gens souffrent. Là, votre majorité veut quand même mettre les personnes au RSA au travail. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc c'est une aberration. Ah, ça, il n'y a pas de travail. C'est une ici, il y a du aberration. travail, madame. Donc voilà, les personnes qui sont en fin de Il y a du carrière travail, il y a du peinent à travail. trouver un emploi. Les jeunes qui rentrent peinent à trouver un emploi et vous voulez faire travailler les personnes au RSA qui sont hyper fragilisées par les politiques qui sont menées depuis des années et des années. C'est juste aberrant. Je ne me l'explique pas. Quant au manque de J'ai une l'emploi, question pour vous. Localement, des Insoumis auraient préféré une candidature de Bertrand Merz, l'ancien maire de Thionville. Est-ce que ces divisions au sein même de l'Union populaire ne vous affaiblissent pas? Pas du tout. On a le soutien de l'ensemble des partis qui sont investis dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il y a effectivement un groupe qui n'était pas satisfait, mais voilà, j'ai envie de leur dire que l'enjeu est grand, qu'on ne fait pas ça pour nous-mêmes, mais bien pour l'intérêt général, et que voilà, notre motivation doit être d'améliorer la vie des gens, et c'est exactement l'objectif qu'il faut viser. Donc non, on n'est pas en difficulté, on est même, il me semble, plutôt bien placé dans cette circonscription et on espère la victoire. Sébastien André, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'accord avec votre voisin pour être unis au premier tour? Absolument. Je rappelle que c'est Éric Zemmour qui a appelé à l'union
des droites et des patriotes. Le soir du premier tour, il a appelé sans condition à voter pour Marine Le Pen. Je rappellerai également que 80% des électeurs Rassemblement national étaient pour cette union. La gauche arrive à s'unir, nous on n'y arrive pas. On reste enfermé dans le piège mitterrandien. Et comment vous l'expliquez ? C'est un refus, l'intérêt boutiquier par rapport à l'intérêt national peut-être. C'est incompréhensible. Si vous restez... Son parti avant son pays, c'est aussi clair que ça. Je crois que c'est ça, malheureusement. Eh oui. Et à l'issue du premier tour, vous allez appeler à voter pour M. Jacobelli ? Non, laissez faire le premier tour. Je vous répondrai à l'issue le 12 juin au soir. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais, l'intérêt boutiquier vous condamne, M. Jacobelli, à rester dans l'opposition pendant les 30 prochaines années. Je vous le certifie. Je vous confirme aussi, le Front National, le Rassemblement National et l'assurance vie du système en place. Nous, ce que nous avons voulu faire... ils ne passeront jamais, en tout cas dans cette circonscription populaire, ce serait vraiment un scandale. Très rapidement, nous n'avons pas voulu faire d'alliance contre nature. Nous avons des points de divergence, comme par exemple la retraite. Nous sommes pour lutter contre la retraite à 65 ans. Vous êtes plutôt pour. Laissons les électeurs choisir. Ça coûterait donc 7 milliards d'euros par an. Et puis nous verrons au second tour. Moi, quand je vois ce qui se passe à gauche, où on allie des pro-nucléaires et des anti-nucléaires, des pro-européens, des anti-européens, cette espèce de conglomérat qui est pro-Burkini, qui veut désarmer la police, qui veut... Mais oui, madame, il faut le dire. Mais vous le dites matin, midi et soir à CNews, demain islamo-gauchiste. Cette espèce de gloubi-boulga politique ne sert à rien, détourne les électeurs des urnes. Nous, on a une position claire. Nous voulons lutter pour le pouvoir d'achat, contre la retraite à 65 ans, pour la sécurité dans le prolongement du programme de Marine Le Pen qui est arrivé en tête. Pourquoi vos députés n'ont pas voté la loi sécurité? Pourquoi ils se sont abstenus sur la loi de programmation militaire? Si vous êtes aussi fort dans la sécurité et l'indépendance de notre pays, pourquoi vous ne mettez pas en cohérence ce que vous dites et ce que vous faites à l'Assemblée nationale, ce que vous dites et ce que vous faites au Parlement européen? Non, monsieur, on ne vous croit pas et on doit démontrer votre escroquerie. Non seulement vous mentez, mais ensuite vous faites une escroquerie. Monsieur le candidat d'Emmanuel Macron, si vous pensez que votre politique en matière de sécurité est formidable, vous ne votez aucune loi. Ne changez rien. Vous ne votez aucune loi. Vous voulez faire reculer les droits des femmes. Vous voulez voter toutes les yeux fermés d'ailleurs, sans réfléchir. Vous n'avez pas regardé vous subissez les ordres. Si j'ai regardé dans le détail tous vos votes, et croyez-moi, les habitants de la circonscription ni mes rapports, ni mes votes. On est encore une fois, vous nous avez à nouveau perdu. Non, vous pouvez sourire. Moi, ça ne me fait pas sourire. On va parler... Le mensonge ne me fait pas sourire. Votre bilan ne me fait pas sourire. Parce que là, vous mettez en jeu des vies humaines. Vous mettez en jeu aujourd'hui des gens, et ça a été rappelé, qui au quotidien... 2000 agressions par jour. C'est ça votre bilan, monsieur. 2000 agressions par jour. C'est ça le bilan d'Emmanuel. Moins 47% de cambriolage. Il n'y a que ça. Plus de 20% augmentation de des homicides. Écoutez, les Français vivent dans la sécurité et ils le savent. On a obtenu 48 postes supplémentaires dans les forces de l'ordre, dont 18 pour notre arrondissement. Je vous propose de passer au thème suivant, monsieur Amouche, s'il vous plaît. Donc, on va parler de pouvoir d'achat. Juste un mot sur l'actualité du moment. C'est la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre. Alors, Brahim Amouche, tout ça pour ça, après 3 semaines d'attente, finalement, c'est quelqu'un qui est promu au poste de Premier ministre. Comment ça, tout ça pour ça? Ça fait 3 semaines qu'on attend un Premier ministre et finalement, c'est quelqu'un du gouvernement précédent qui est nommé Premier ministre. Ça arrive. Vous savez, Madame Elisabeth Borne a été... directrice de cabinet à la fois de Michel Rocard et de Lionel Jospin. Elle a un excellent parcours. Elle maîtrise les dossiers, d'ailleurs des dossiers qui sont pour notre circonscription essentiels, les infrastructures, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien évidemment, elle a été au ministère du Travail. La réforme des retraites, bien évidemment, elle a été en première ligne dans le cadre du dialogue social. Et elle connaît ces dossiers. C'est une femme. Comme on dit souvent, un homme d'État, c'est une femme d'État, en responsabilité. Ah non, elle est issue de la gauche, madame. Excusez-moi. Alors justement, c'est une femme plutôt classée à gauche, un peu plus écolo, en tout cas, elle le souhaite. Ça doit vous plaire quand même du côté. Non, absolument pas. Elle a un bilan de droite, Madame Borne. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est le 19 juin pour que nous puissions amener Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et puis qu'il puisse gouverner le pays comme un vrai Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre, on en a eu... Enfin, on peut en prendre... les institutions ne fonctionnent pas comme et on ça. change, etc. Voilà, c'est les mêmes personnes, en fait, qui font la politique que Macron dicte et l'Assemblée qui vote en masse. Donc, il ne faut absolument pas rester là. On a vraiment une chance de passer au deuxième... Enfin,
le troisième tour, c'est pour nous, c'est le bloc populaire. Il faut absolument qu'on y arrive et qu'on empêche la continuité de ces politiques. Laurent libérales. Jacobelli, Elisabeth Borne, c'est du Macron bis, comme disait Marine Le Pen à la radio ce matin? Oui, Madame Borne appliquera au pied à la lettre la politique que décide Emmanuel Macron, avec probablement beaucoup de sévérité, parce qu'elle a un curriculum vitae quand même. C'est elle qui a proposé la réforme, qui a mené en tout cas la réforme des indemnités chômage. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui en souffrent. C'est elle qui a renvoyé 15 000 infirmières chez elle sans salaire pendant le moment de la crise sanitaire. Elle a donc un lourd bilan. On ne peut pas dire que ce soit une première ministre sociale, mais une fois encore, comme le député Macron qui est à cette table, ce sont des gens qui sont aux ordres de leur chef tout-puissant, sans marge de manœuvre. Et Madame Borne n'aura pas de marge de manœuvre. Et c'est pour ça que chaque député Rassemblement National, et que je serai un rempart contre la politique d'Emmanuel Macron, sans jamais mentir, comme le fait M. Mélenchon, en faisant croire que nos institutions permettront qu'il soit Premier ministre, sans être même candidat aux législatives. Vous voyez, il n'y croit pas lui-même. Sébastien André, est-ce que vous vous réjouissez de la nomination d'une femme à Matignon? Que ce soit une femme ou un homme, ça a assez peu d'importance. L'intérêt, vraiment, c'est la compétence, exclusivement. Donc c'est une femme de gauche qui a fait toute sa carrière à gauche. On voit bien où ça va nous mener. Alors passons à présent à l'un des thèmes principaux de cette campagne, c'est la question du pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat qui est attaqué depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que le gouvernement a fait suffisamment d'efforts pour aider nos concitoyens face à la flambée des prix de l'énergie, Ibrahim Amouchin? Écoutez, en faire suffisamment, non. Il faut continuer à faire des efforts parce que l'inflation augmente. Ceci dit, nos efforts payent tout de même parce que si nous regardons les taux d'inflation en France, 4,5 versus presque 8 pour l'Allemagne, c'est que notre politique, notamment notre bouclier tarifaire, qui sera reconduit dès juillet, puisque nous préparons une loi, eh bien, ont eu des fruits. Et dès juillet, nous préparons une grande loi pour le pouvoir d'achat parce que c'est la priorité. Ce que vous comptez faire, en fait. Si, vous êtes en train de nous dire. Je peux vous décliner les mesures. Oui, je veux Il y a, écoutez, je vais vous les décliner. L'extension de ce bouclier tarifaire que je viens de vous nommer, le plafonnement du prix du gaz et de l'énergie, la remise des prix à la pompe, ce qui est fait aujourd'hui, mais on va le poursuivre, la poursuite de la baisse des impôts, la suppression de la redevance télé, la revalorisation des retraites au minimum de 1 100 € avec une indexation sur l'inflation, le relèvement de l'indice du point des fonctionnaires, le partage de la valeur de ce qui est produit. Laissez-moi terminer. Vous avez voulu que je vous décline les mesures de la loi. Vous êtes en charge depuis 5 ans, monsieur. L'indice, tout votre papier, là. Une retraite. Non, bien évidemment, on prend des notes, monsieur. Nous, on est. Bien sûr. Vos mesures. Merci, monsieur Amouche. On va laisser les autres intervenants. Et je veux aussi parler de la remise de chèques, énergie et aliments, parce que chaque euro compte. Monsieur Amouche. Si pour vous, chaque euro ne compte pas, et certainement pour monsieur Jacobelli, ça ne compte pas, mais chaque euro va compter, bien évidemment. Monsieur Jacobelli, je voulais savoir ce qui était le plus important pour vous en matière de pouvoir d'achat pour les Français. Vous savez, il y a aujourd'hui des millions de Français qui travaillent, qui payent leurs impôts et qui, à partir du 10, on disait le 10, mais je crois que c'est maintenant du 5 du mois, ils ne peuvent plus se chauffer, ils ne peuvent plus offrir de la viande à leurs enfants, et je pense qu'il faut réagir, pas réagir en leur faisant l'aumône, avec un chèque ici, avec... Combien ça coûte s'il vous plaît, monsieur Amouche, vous laissez monsieur Jacobelli parler. Combien ça coûte 1 kilo de viande? Mais ça ne veut rien dire, monsieur, 1 kilo de viande. Ça veut dire, est-ce que c'est 1 kilo de porc? Est-ce que c'est 1 kilo de bœuf? Ça ne veut absolument rien dire. Mais j'ai pas envie de rentrer dans votre débat. Simplement, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Je le laisse terminer. Monsieur Jacobelli, continuez. C'est dommage qu'il ne s'exprime jamais à l'Assemblée nationale. Vous voyez, aujourd'hui, il a besoin de s'exprimer. Merci. Je vais simplement dire qu'il faut des mesures pérennes. La baisse, par exemple, de la TVA sur les biens énergétiques de 20% à 5,5%, ça, c'est concret. Une dépendance. Définir une centaine de produits avec les associations de consommateurs, qui sont des produits nécessaires à la vie quotidienne, comme des pâtes, comme des produits d'hygiène, et mettre la TVA à zéro, ça, c'est une mesure concrète. Exonérer les jeunes de moins de 30 ans qui travaillent. C'est compliqué d'essayer d'avoir un discours cohérent avec des gens qui ne le sont pas. Il va falloir, monsieur, arrêter. Ceci dit, vous n'avez rien dans la transition écologique sur votre... Vous pouvez laisser monsieur Jacobelli finir. Vous donnez une image de l'Assemblée nationale, monsieur, qui est déplorable, d'intolérance, d'impossibilité à écouter. D'impossibilité à écouter. Vous voulez qu'on regarde les vidéos du Conseil régional? Vous voulez qu'on regarde les vidéos du Conseil régional qui donnent une image déplorable de nos institutions? Est-ce que vous pouvez laisser M. Jacobelli parler? Merci. Dites donc, si vous étiez aussi efficace à l'Assemblée, on irait mieux. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, les Français, il faut les aider de manière
pérenne. Je disais, par exemple, quand un jeune commence à travailler, il doit être exonéré d'impôt sur le revenu jusqu'à l'âge de 30 ans pour lui donner envie de s'installer et de travailler en France. Toutes ces mesures n'ont pas été prises. Au contraire, on a augmenté les taxes sur l'essence pour s'en prendre aux automobilistes. Les classes moyennes et les classes les plus défavorisées ont bien senti finalement que le poids fiscal sur elles ne se relevait pas. C'était les classes les plus riches qui en profitaient. On a eu effectivement un président des riches qui a oublié la plupart des Français qui travaillent. Il faut que ça change. Céline Léger, je me tourne vers vous. Quelle est la mesure la plus importante à vos yeux en matière de carburant? L'Union populaire voulait un gel des prix sur les carburants. C'est ça qu'il faut faire de façon prioritaire? Déjà, temporairement, mais oui, il faut absolument faire ça. Après, effectivement, il y a une transition écologique à amener et on en est loin. Maintenant, au sujet du pouvoir d'achat, les Français, là, je suis un petit peu agacée parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ayant élevé ma fille seule, je peux vous dire que compter, je sais ce que c'est. Et je suis, de mon métier, assez bien placée pour savoir que la misère fait énormément de mal. Donc voilà, on a d'un côté les ressources qui stagnent, voire qui baissent. D'un autre côté, on a tous les prix qui explosent. On est pris à la gorge. On ne peut pas continuer comme ça. Nous, on a des mesures sur les deux plans, donc c'est-à-dire augmenter les ressources. En France, il est inacceptable qu'il y ait des retraites en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y ait des ressources en dessous du seuil de pauvreté, que des étudiants, vous voulez absolument... Vous êtes complètement hors sol, monsieur Jacobelli, je m'excuse, mais les étudiants, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne payent pas d'impôts, voyez. Non, je ne parle pas des étudiants, voilà. Je parle des jeunes qui travaillent. On n'est pas étudiants jusqu'à 30 ans, il y a des jeunes qui travaillent aussi. De 18 à 25 ans, on veut instaurer une allocation d'autonomie pour justement les enfants de parents un peu moins aisés puissent se concentrer sur leurs études, et ça sera tout bénéfice pour la France de toute façon. Nous voulons augmenter le SMIC à 1 500 €, nous voulons augmenter les retraites à 1 500 €, et puis nous voulons aussi baisser les charges, c'est-à-dire bloquer les prix des produits de première nécessité, l'alimentation, le carburant, mettre en place une gratuité des premiers mètres cubes d'eau, mettre en place la gratuité des premiers kilowattheures d'énergie. Voilà, il y a beaucoup de mesures également. Sébastien André, Éric Zemmour était également favorable à un blocage des prix des carburants, mais à un niveau plus élevé. Cela correspond à peu près à la ristourne de 18 centimes qu'il y a actuellement à la pompe. Moi, ce que je pense, déjà, je fais partie de la classe moyenne. Donc je sais ce que c'est que des difficultés de fin de mois. C'est sans indécence que je le dis. Je pense qu'il faut rapprocher le net du brut. Et pour ça, pour y arriver, il faut faire une baisse de la CSG pour les salaires allant du SMIC jusqu'à 2 000 €. Différé. Permettez que je finisse mon propos. Je vous remercie. Quand même. Voilà. Donc également faire l'exonération totale de la CSG et de la CRDS pour les petites retraites de moins de 1 300 €. On voulait mettre aussi en place la prime de natalité pour toute nouvelle naissance dans la ruralité d'un montant de 10 000 €. Je pense que c'est des mesures très concrètes qui favoriseront le pouvoir d'achat. Alors vous le disiez à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, dimanche sur France 3, a proposé d'augmenter le SMIC à 1 500 € net. Pendant la campagne présidentielle, c'était 1 400. Maintenant, c'est 1 500. Vous pouvez nous expliquer ce changement ? Bien sûr, lors de la campagne, nous étions basés sur le tarif, je sais pas comment, c'est pas le tarif, mais le montant du SMIC. Les tarifs, les prix ont augmenté, donc nous nous mettons en ordre, donc on augmente de 15%, donc on en arrive. Et comment vous le financez ? 1 500. Alors, les financements, il y a plein de possibilités, mais nous, par exemple, si on parle de la retraite, comment on la finance à 60 ans, parce que nous, tout à l'heure, je n'ai pas pu en parler, mais la retraite à 65 ans, 64 ans, on n'en veut pas. La retraite si on veut à 60 pérenniser ans, on le système, on n'a pas le choix. finance et ça m'intéresse, en mettant le salaire des femmes au même niveau que le salaire des hommes, à salaire égal et qualification égale évidemment, et c'est financé. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Il y a des moyens de... Voilà, on peut aussi aller chercher chez les plus riches, puisque le partage des richesses, encore une fois, nous attendons le ruissellement, qui n'est jamais arrivé. Donc de l'argent, il y en a. Il n'est pas magique, mais il est mal distribué. Autre dossier en dehors du pouvoir d'achat, celui de l'A31 bis, c'est le doublement de l'A31, une autoroute constamment surchargée. Il reste encore 4 tracés possibles, sans entrer dans le détail, car c'est un dossier un peu technique. Quelle est, à votre avis, la meilleure solution, le meilleur tracé, Brahim Mamouche ?
Écoutez, avant de parler du tracé, il faut rappeler que c'est une urgence économique, mais c'est également un projet qui doit tenir compte des déplacements multimodaux et puis de l'acceptabilité populationnelle. C'est vraiment un projet, et en tous les cas, des infrastructures sur lesquelles je me suis très investi. D'ailleurs, Elisabeth Borne était ministre des Transports quand elle est venue en novembre 2021 à Metz, à Pompidou, et nous avons évoqué ce sujet. La possibilité, d'autres possibilités de transport existent, notamment un rapide express métropolitain, mais également doubler ces voies et trouver le bon tracé. Et le bon tracé, il y a un débat public qui sera, vous le savez, mis à discussion à la rentrée en septembre, et un démarrage peut-être du projet à partir de 2023, je l'espère. Je pensais qu'on pouvait le faire déjà dès 2017. De nombreuses discussions ont lieu. Et le péage, vous allez le mettre où finalement, le péage dans... Moi, je mets le péage nulle part. C'est pas moi qui vais mettre le péage, madame. Je ne suis ni architecte ni urbaniste. Laurent Je suis législateur. Jacobelli, quel est le meilleur tracé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire, par exemple, un référendum local sur cette question? En tout cas, il faut prendre l'avis à la fois de la population et des élus locaux, ce qui a malheureusement été trop peu fait aujourd'hui. Il faut parler au maire de Florange, qui a son avis, qui a même des propositions à faire, ainsi que la population. Il faut parler au maire de Famec, qui lui aussi a des propositions à faire. Ils ne peuvent pas se voir imposer, l'un de voir sa ville coupée en deux, l'autre d'avoir des nuisances, sans se prononcer. Vous savez, il y a quelque chose qui pourrait être fait assez rapidement d'ailleurs. C'est sur les moyens de transport ferroviaires, par exemple. Parce qu'effectivement, beaucoup d'habitants de notre circonscription qui vont travailler à Metz ou au Luxembourg vivent des conditions déplorables de transport, que ce soit en voiture ou en train. Eh bien là, il y a beaucoup à faire. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est une fois encore, donner la double peine à nos concitoyens, leur faire payer les frais d'infrastructure de la construction d'une autoroute bis et le péage. Ça, c'est inacceptable. Il faut réfléchir, mais surtout se concerter, ce qui n'a pas été fait, malheureusement pendant ces dernières années. Céline Léger, assez rapidement, est-ce que c'est une priorité de la prochaine mandature? Vous ne connaissez pas le dossier. Monsieur Hamouche, s'il vous plaît, laissez parler madame. C'est absolument un contresens, les enjeux écologiques. Pourquoi on remettrait une route à ce niveau-là, d'autant qu'il y a quand même beaucoup d'associations d'usagers qui sont vent debout contre ce projet inutile. Non, il faut absolument revoir le schéma mobilité. Pourquoi pas un RER transfrontalier, permettre la gratuité, aller vers la gratuité des transports en commun adaptés aux besoins de la population, en incluant les usagers aux décisions qui sont prises à ce niveau-là. C'est absolument pas du tout... c'est pas la bonne solution, d'autant que le litre de carburant arrive à 2 €. Voilà. Sébastien André, quelle est votre position sur le sujet? Moi, je suis pour la création des voies 2 fois 3 voies, en dédiant une voie au transport en commun. Je pense qu'il faut vraiment le développer, ainsi que le covoiturage en multipliant les aires de stationnement. Payante? Il faut également, non, du tout, augmenter l'offre ferroviaire, parce que dans une ville comme Hayange, qui a 15 000 habitants, qu'il n'y ait pas de départ de train à destination du Luxembourg, c'est scandaleux. Merci, monsieur André. Avant d'arriver et d'entendre vos conclusions, je vous propose d'écouter la candidate Les Républicains, Raphaël Rosa, au micro de Julie Roth et d'Emmanuel André. À 16 ans, je me suis engagée chez Les Républicains, dès que je l'ai pu. Et après ça, voilà, j'ai commencé à militer pour les régionales et départementales l'année dernière. J'ai milité pendant tout le long de la campagne de Valérie Pécresse. J'ai tracté, j'ai boité, je suis allée au meeting, j'ai aidé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et bon, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits, mais je suis repartie en campagne. J'ai envie d'être une députée qui écouterait les personnes de la circonscription, parce que elles sont le moteur de mon engagement. Et je pense que c'est essentiel d'aller à la rencontre des gens, de les voir, de savoir ce qui se passe, d'être sur le terrain surtout, parce que c'est pas en restant accoudé à un bureau en lisant des propositions que ça va se faire uniquement comme ça. Pour en faire des propositions, il faut aller sur le terrain et il faut écouter les personnes qui y habitent et qui savent ce qu'elles vivent au quotidien. Je soutiendrai les lois ou en tout cas à l'Assemblée, les propositions qui pourraient être votées pour favoriser le pouvoir d'achat des Français, parce que aujourd'hui, au bout d'un moment, c'est plus possible de payer 100 € son plein comme on fait pour aller travailler après. Les produits de première nécessité comme les pâtes, le riz, même ça, certaines personnes peinent à se payer un pauvre paquet de riz. Donc je pense honnêtement qu'il faut remédier à ça rapidement.
Le programme des Républicains soutenait de remettre l'essence à 1,50 € à la pompe. Donc je pense honnêtement que c'est quelque chose qui est totalement possible de faire. Pour être complet, j'ajoute que 3 autres candidats se sont déclarés et ont annoncé leur candidature. Il s'agit de 3 femmes, Annick Jolivet de Lutte ouvrière, Anne-Catherine Levesque du Parti ouvrier indépendant et démocratique et enfin Sharia Oum du Parti animaliste. Il est temps pour chacun d'entre vous de conclure cette émission. Vous allez avoir 45 secondes pour vous exprimer. Le tirage au sort vous a désigné en premier Laurent Jacobelli pour le faire. Vous avez donc 45 secondes pour conclure ce débat. Moi, j'aimerais lancer ce soir un grand message d'espoir. Il n'y a aucune fatalité à en reprendre pour 5 ans avec les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, avec l'arrogance, le mépris qu'on a vécu ce soir, la casse sociale organisée, l'insécurité galopante. Je suis candidat pour être le député de la 8e circonscription, pour défendre nos concitoyens à l'Assemblée nationale, pour faire rempart à la politique d'Emmanuel Macron. Et je crois que c'est la voie du bon sens, la plus raisonnable. Il y a d'autres oppositions qui sont dangereuses, anti-républicaines, communautaristes et qu'il faut éviter. Je crois que nos habitants, les habitants de la circonscription, méritent un député qui travaille, qui soit présent à l'Assemblée et sur le terrain et qui défend les Français pour leur rendre leur argent, leur pays et leur parole. Merci. Sébastien André, c'est à votre tour. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de la politique. Je suis conducteur de bus, j'ai donc les mêmes préoccupations que les gens. Pour ceux qui ont, comme moi, l'intérêt national au cœur, la culture, défendre leur identité, je crois qu'il n'y a qu'un seul vote qui est vraiment utile, c'est le vote Reconquête, et donc de voter pour moi. Merci. Céline Léger, c'est à votre tour. Vous avez 45 secondes pour conclure ce débat. Voilà, l'élection présidentielle n'a rien réglé. Au sorti du premier tour, il y avait 3 blocs majoritaires. Nous sommes un des 3. Si toutes celles et ceux qui ont été déçus renouvellent leur vote pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, alors nous aurons la retraite à 60 ans, la transition écologique, la 6e République, etc. Les électeurs voulaient qu'on se rassemble, de gauche, voulaient qu'on se rassemble. C'est chose faite sur une base programmatique. Donc les 12 et 19 juin, on peut en finir avec la politique menée par M. Macron en élisant une majorité de députés NUPES à l'Assemblée nationale, en imposant Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Ces mesures-là peuvent être possibles. Il faudra se saisir du bulletin de vote sur lequel il y a le V de la victoire. Un autre monde est possible. Brahim Mamouche, c'est à vous de conclure ce débat. Vous avez 45 secondes. Oui, conclure et l'ouvrir, parce que je crois que sur ces questions, les auditeurs et nos électeurs, en tous les cas, ont pu faire confiance pendant 5 ans à un député de terrain, de proximité, sincère, parce qu'il vit comme eux, à l'image de la population, disponible, humain. Et puis, ce soir, nous avons bien démontré qu'il y a une méconnaissance totale des dossiers, et ce sont des dossiers d'enjeux fondamentaux pour structurer notre territoire, pour y faire vivre, y faire aimer, y faire travailler, et demain être en cohérence avec la majorité présidentielle pour donner une majorité forte, efficace, nette à la France, pour qu'elle puisse être une grande nation d'unité, d'engagement et de solidarité. Pour toutes ces valeurs sur lesquelles je me bats depuis toujours, sur des valeurs républicaines, eh bien évidemment, il n'y a aucun doute, le 12 et 19 juin, c'est choisir la cohérence avec une majorité pour la France nette, forte et efficace. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous. La grande soirée législative continue sur France 3 Lorraine avec un deuxième débat consacré à la circonscription de Saint-Dié dans les Vosges, présenté par Anne-Sophie Pierson. Très belle fin de soirée avec nous.